Je vais commencer. Bonjour à tous. Alors on se retrouve aujourd'hui, hein, j'en suis très heureux, pour parler d'un satellite qui passionne la communauté scientifique, hein, vous allez voir pourquoi, le satellite Titan. Et puis on parlera aussi de cette mission spatiale qui est prévue à l'horizon 2028, à savoir Dragonfly, qui a pour objectif de se poser sur Titan. Alors avant cela, un tout petit rappel, on va parler là du système de Saturne. Saturne qui se trouve tout de même à 1,5 milliard de kilomètres de notre étoile, le Soleil. La distance Terre-Soleil, vous la connaissez tous, c'est 150 millions de kilomètres. Et bien la distance Soleil-Saturne, c'est 1,5 milliard de kilomètres. La distance Soleil-Saturne, c'est 10 fois la distance Soleil-Terre. Tout cela tout de même pour vous donner une petite idée du monde qui nous sépare de Saturne. Alors on l'a vu la dernière fois que j'étais venu, on a parlé de l'exploration spatiale de la planète Mars. Vous vous souvenez, lorsque Mars est au plus proche de la Terre, Mars se trouve au minimum à 55 millions de kilomètres de notre planète et il faut entre 6 et 9 mois à une sonde spatiale ou un rover pour arriver sur la planète Mars. Là, il faudra de nombreuses années, on va voir environ 6 ans, peut-être 7, pour arriver sur Saturne. Et bien entendu, sur Saturne, vous n'avez qu'1% du flux solaire qui arrive. La température moyenne est de l'ordre de moins 180 degrés Celsius. Saturne, au-delà de ça, est connu bien entendu pour ces majestueux anneaux, ces anneaux qui sont inobservables à l'œil nu, mais vous pouvez, avec une lunette ou un télescope, observer ces magnifiques anneaux. Avant de vous parler de Titan, la plus grosse lune de Saturne, quelques caractéristiques tout de même de cette planète, et on va voir que ces caractéristiques sont importantes pour bien comprendre la mission spatiale qui va avoir lieu dans quelques années sur Titan. Alors bien entendu, comme Saturne est beaucoup plus loin que notre planète par rapport au Soleil, eh bien regardez, lorsque la Terre effectue une révolution complète autour du Soleil en une année, il faut environ 30 ans à Saturne pour qu'elle parcourt 360 degrés autour du Soleil. Saturne tourne extrêmement vite sur elle-même, ce qui est assez surprenant pour un astre aussi massif, tout comme Jupiter. Saturne tourne sur elle-même en moins de 11 heures. Alors je vous l'ai dit, il fait très froid sur Saturne, environ moins 180 degrés Celsius. Ne faites pas attention à ce chiffre, là, 146 lunes. Vous allez voir, on a trouvé depuis quelques jours plus de lunes en fait, donc on reviendra sur ce nombre, ne faites pas attention pour l'instant à ces 146 lunes. Quoi qu'il en soit, Saturne est la planète de notre système solaire qui possède le plus de lunes naturelles. Mais jusqu'à il y a 3 ou 4 ans, c'était alternativement Jupiter ou Saturne qui avait le plus de lunes, de satellites naturels en fonction des découvertes. Là, je pense que Saturne est pour toujours la planète qui possède le plus de lunes naturelles et je vous expliquerai pourquoi dans quelques secondes. Et puis bien entendu, par rapport à sa taille, Saturne est environ 9 fois supérieur à la Terre au niveau de sa taille, c'est-à-dire que le diamètre de Saturne correspond à environ 9 diamètres terrestres et puis la masse de Saturne, vous voyez, c'est 95 fois tout de même la masse de la Terre. Alors, je vous l'ai dit, aujourd'hui, et c'est tout récent, ça date de quelques jours, de la fin du mois de mars 2025, Saturne possède en réalité 274 lunes, à comparer aux 95 ou 96 lunes de Jupiter répertoriées aujourd'hui. On pense que Saturne est définitivement la planète qui possède le plus de lunes naturelles dans notre système solaire. Pourquoi ? Parce qu'on a découvert d'un coup, grâce aux analyses de la mission Cassini-Huygens, je vous en parlerai dans quelques minutes, on a découvert 128 lunes naturelles. Ce sont bien sûr de petits corps, ce ne sont pas des énormes lunes comme Titan, ce sont de petits corps, mais tout de même, ce sont des petits corps qui gravitent
autour de Saturne et qui possède donc le statut de lune. Et pourquoi pense-t-on que Saturne est à tout jamais la planète qui possède le plus de lunes naturelles? Eh bien parce que ces 128 lunes répertoriées aujourd'hui sont très certainement le résultat, le vestige d'une collision antérieure qu'il y aurait eu entre Saturne et un autre astre. Et cet astre, en se désagrégeant, aurait formé plein de petits morceaux, et certains de ces impacts auraient été ensuite piégés, verrouillés gravitationnellement par la planète Saturne. Voilà pourquoi on en a découvert 128 d'un coup, mais on pense en réalité qu'il en existe bien plus que ces 128, et avec les missions spatiales qui vont survoler le système de Saturne, on devrait découvrir encore des centaines, voire des milliers de lunes naturelles. En tout cas, aujourd'hui, le chiffre officiel, le 8 avril 2025, c'est que Saturne possède 274 lunes naturelles. Alors, vous avez ici une image de cette structure nuageuse, on en parlait il y a quelques minutes, de la planète Saturne. Cette image a été prise, vous le voyez, par la sonde Cassini en 2005, à environ 500 000 km de la planète. Et puis on voit ici les bandes entourant Saturne qui sont très certainement causées par le méthane. En attendant, historiquement, Galilée, au début du XVIIe siècle, vous savez, est le premier astronome à avoir observé le ciel avec une lunette astronomique. La lunette existait depuis quelques années, mais Galilée est le premier à avoir l'idée de pointer une lunette vers le ciel. Alors Galilée pointe sa lunette devant les différentes planètes de notre système solaire. Vous le savez, il découvrira par exemple les 4 lunes galiléennes, les 4 satellites galiléens de Jupiter, ce qui aura pour conséquence d'invalider toute la physique aristotélicienne, toute la physique d'Aristote, qui voulait que tout tourne autour de la Terre. Galilée démontre avec cette observation que tout ne tourne pas autour de la Terre. Vous avez au moins 4 satellites, 4 lunes qui tournent autour de la planète Jupiter. Alors Galilée a bien sûr également observé Saturne avec sa lunette astronomique, mais vous voyez, il dessine autour de Saturne quelque chose d'étrange, mais en réalité, il ne parvient pas à comprendre ce qu'il observe autour de Saturne. Le mystère est résolu quelques années plus tard en 2 temps. Tout d'abord par Huygens, qui en 1655 est le premier à évoquer l'hypothèse d'un anneau solide autour de la planète Saturne. Puis ensuite, définitivement en 1676 par Cassini, qui découvre la division principale ici des anneaux de Saturne, la célèbre division de Cassini. Et puis vous avez en bas de la photo la première image prise au Mont Wilson, en Californie, des anneaux de Saturne. On photographie pour la première fois, à la fin du 19e siècle, les anneaux de Saturne. Alors ce qui est très intéressant, et vous allez voir que c'est fondamental pour la mission Dragonfly, ce qui est très intéressant, regardez, c'est que d'une part, mais nous le savons, la Terre tourne autour du Soleil en une année, mais en étant penchée. L'axe de rotation de la Terre, cette tige imaginaire passant par le pôle sud, le centre de la Terre et le pôle nord, l'axe de rotation de la Terre est incliné d'un angle d'environ 23 degrés 26 minutes. Mais ce qui est très intéressant, et Huygens le comprend très bien au XVIIe siècle, c'est que Saturne tourne également penché autour du Soleil. Autrement dit, il y a des saisons sur Saturne, et il y a également des saisons sur la plupart des grosses lunes de Saturne. On va voir pourquoi tout cela est fondamental. D'ailleurs, comme Saturne tourne penché autour du Soleil, parfois les anneaux ne sont éclairés que par la tranche. Et si les anneaux ne sont éclairés que par la tranche, que se passe-t-il? Depuis la Terre, les anneaux sont inobservables. Une fois tous les 30 ans, les anneaux de Saturne sont inobservables. Lors des équinoxes sur Saturne, les anneaux sont inobservables. C'est ce qui s'est passé d'ailleurs il y a quelques semaines de cela. Les anneaux ont été temporairement inobservables avec une lunette. Et c'est lors justement d'une saison proche de l'équinoxe de Saturne qu'on a découvert le satellite Titan qui va nous intéresser sur cette conférence. Regardez ce schéma. Huygens découvre très clairement ici
Eh bien, un astre qui gravite autour de Saturne. Il s'agit du satellite Titan. On sait aujourd'hui que Titan possède un diamètre de 5150 km. Rendez-vous compte, on est sur un diamètre plus grand que le diamètre de la planète Mercure. Titan est une lune qui a un diamètre supérieur à la planète Mercure, et nous allons le voir dans quelques minutes, Titan possède une atmosphère, autrement dit, Titan en réalité a tout d'une planète de notre système solaire, sauf qu'elle ne gravite pas directement autour du Soleil, mais vous l'avez compris, qu'elle gravite autour de Saturne. Alors Saturne, nous l'avons vu, possède 274 satellites qui ont été confirmés depuis quelques semaines. Et vous avez ici les deux systèmes. Dans la partie supérieure, vous avez les lunes qui sont à l'échelle. Et là, regardez Titan par rapport aux autres lunes. On comprend avec ce schéma que Titan est clairement la plus grosse lune de Saturne. Titan est d'ailleurs le deuxième plus grand satellite de notre système solaire, après Ganymède, qui est une lune de Jupiter. Et puis en bas, vous avez sur le schéma du bas la position des différents satellites par rapport à la distance à Saturne. Et là, on voit que Titan se trouve tout de même assez loin de son satellite. Vous avez de nombreux satellites, qu'on appelle parfois des satellites bergers, qui se trouvent au niveau des divisions des anneaux de Saturne. Vous le savez, ces anneaux, ce sont des millions de blocs de glace et de poussière. Et lorsque je parle de blocs de glace, je parle de glace du type glaçon dans notre congélateur. Et ce sont ces millions de blocs de glace et de poussière en tournant individuellement autour de Saturne qui nous donnent l'impression, depuis la Terre, de ces majestueux anneaux. Mais ces anneaux, ces blocs de glace ne sont pas répartis de manière uniforme. Vous avez certaines zones où des astres ont verrouillé gravitationnellement différents glaçons pour former une lune avec une structure assez irrégulière et on appelle cela des satellites bergers qui se trouvent dans les nombreuses divisions des anneaux de Saturne. On s'aperçoit que Titan se trouve lui bien plus loin que les divisions de Saturne. Alors je vous le disais il y a quelques minutes, Titan c'est le deuxième plus gros satellite de notre système solaire, et voici les seules images que nous avions de Titan jusqu'au début des années 2000. C'est-à-dire que jusqu'au début des années 2000, Titan avait été survolé par trois sondes, Pioneer, Voyager 1 et Voyager 2, et voilà la photographie prise par Voyager 2, qui se trouvait à l'époque encore dans notre système solaire, et voici Titan photographié par Voyager 2, et vous voyez, on sait en réalité extrêmement peu de choses de cette lune jusqu'à la fin du XXe siècle. Alors à la fin du XXe siècle, on a tout de même le télescope spatial Hubble qui est envoyé dans l'espace à environ 500 km d'altitude, et Hubble, bien entendu, observe en ultraviolet et va tout de même tenter des observations de ce satellite, du satellite Titan, et on s'aperçoit là qu'il y a des zones plus ou moins lumineuses sur ce satellite. On commence à comprendre que Titan a peut-être une surface qui pourrait être intéressante, mais c'est une des seules images que nous avons du satellite Titan jusqu'au début du XXIe siècle. Et c'est dans ce contexte que se lance la mission Cassini-Huygens. On en reparlera en cours de l'échange, parce que j'ai appris, juste avant de venir, j'ai appris il y a quelques minutes que vous aviez participé à la fabrication d'un composant pour cette mission. On pourra en reparler. Et vous le voyez, donc cette mission Cassini-Huygens est mise en orbite autour de Saturne en 2004. Et le 26 octobre 2004, on a le premier survol de Titan, et on va le voir, cette mission a permis d'en apprendre beaucoup sur ce satellite. Bien entendu, comme pour Dragonfly, la mission Cassini-Huygens a mis plusieurs années à arriver sur Saturne. Vous voyez, elle a été lancée
en 97, hein, et elle est arrivée en 2004. Autrement dit, hein, elle a mis 7 ans de voyage parce que, et vous le savez, une sonde spatiale ne se déplace pas en ligne droite. Hein. Il faut se servir de l'assistance gravitationnelle, prendre de la vitesse pour avoir une vitesse suffisante pour arriver sur la planète Saturne. Et Cassini-Huygens est resté 2 saisons dans le système de Saturne, environ 13 ans. Vous vous souvenez, Saturne tourne autour du Soleil en quasiment 30 ans. Et en 13 ans, eh bien, on a tout de même eu 294 tours de Saturne et 127 survols de Titan. Et on peut ainsi dire hein, que Cassini, eh bien, c'est l'orbiteur du système de Saturne. Hein, et en plus de Cassini, hein, vous avez une sonde qui s'est posée, on va le voir dans quelques instants, hein, la sonde Huygens qui s'est posée sur Saturne. Voici une image de Cassini, hein, une photographie prise en vraie couleur de la couche de nuages de l'atmosphère de Titan. Et on comprend à ce moment-là que Titan possède une atmosphère extrêmement épaisse. On l'avait sans doute matérialisé avec les sondes Voyageur 1 et Voyageur 2. Hein. On le comprend véritablement avec la mission Cassini. Et puis, on a des photographies, des images prises en infrarouge hein, par l'orbiteur Cassini, qui sont de plus en plus précises. Et on s'aperçoit ici, par exemple, d'une vaste zone sombre, hein, ici, que vous repérez. D'autre part, et c'est aussi intéressant, hein, on photographie toujours en infrarouge Titan, et puis on s'aperçoit de ces lits de rivières, un petit peu comme sur Mars, hein, vous vous souvenez, des anciens lits de rivières, sans doute d'eau liquide hein, que l'on trouve sur Mars, eh bien on retrouve dans une région de Titan ces lits de rivières, sauf qu'on pense que ces lits de rivières sont encore actifs aujourd'hui. Hein. On pense qu'il s'écoule sur Titan du méthane liquide et même peut-être de l'éthane. En attendant, nous sommes quasiment sûrs, et on va voir pourquoi, qu'il y a une géologie active aujourd'hui sur Titan, et vous avez ces lits de rivières hein, qui sont donc photographiés par Cassini, cet orbiteur de Saturne. Et puis je vous l'ai dit, avec cette mission à Cassini-Huygens, qui est d'ailleurs une mission européenne, hein, on associe à cet orbiteur un module de descente et d'atterrissage, donc qu'on appelle hein, le module Huygens. Et ce module est constitué de 3 instruments qui vont être capables de percer l'atmosphère qui reste extrêmement dense, hein, l'atmosphère de Titan. Alors ces 3 instruments sont un imageur, bon, pour donner des images hein, photographiées, un spectromètre pour analyser la lumière, et puis un radar pour essayer, avec cette technique, hein, de savoir s'il n'y a pas des hydrocarbures liquides à la surface de Titan. Alors juste pour la petite anecdote, hein, c'est ici que l'atterrisseur Huygens sur Titan s'est posé, hein, toujours avec les images en infrarouge obtenues par Cassini. Le début de la rentrée dans l'atmosphère se passe extrêmement bien et vous voyez, il faut quelques heures pour que Huygens atterrisse et se pose sur Titan. C'est jamais on ne s'était posé aussi loin dans notre système solaire. On avait réussi à poser des sondes sur Mars, mais souvenez-vous, Mars se trouve à quelques dizaines de millions de kilomètres de notre planète. Les Européens réussissent l'exploit, là, de poser un atterrisseur à 1,5 milliard de kilomètres de notre planète. Et voici les images qui nous parviennent d'Huygens lors de sa descente. Et on s'aperçoit en réalité hein, qu'il y a eh bien, sans doute des chaînes montagneuses sur Titan. Alors je vous ai mis ici différentes images de Titan à 4 altitudes différentes au fur et à mesure de sa descente. Et voici cette image très célèbre, l'image de la surface de Titan photographiée par Huygens après son atterrissage. Alors il y a eu rapidement deux
deux sentiments après cette première image. Le premier sentiment fut une petite déception. Hein. Oui, eh bien, c'est un monde que l'on pourrait peut-être retrouver par exemple sur Mars, hein, et qui n'est pas si différent que celui que nous obtenons sur Mars. Mais très rapidement en fait, les astronomes se sont aperçus que cette image était très intéressante et bien plus intéressante que toutes les images que nous renvoyaient les rovers qui se posaient sur Mars. Pourquoi? Eh bien parce que on s'aperçoit par exemple, hein, ici que les cailloux sont polis. Il y a une géologie très clairement active sur Titan, et puis on pense qu'on retrouve de l'eau, alors non pas de l'eau, pardon, on retrouve du liquide, hein, mais, et on va le voir, sans doute du méthane, peut-être de l'éthane. Alors d'ailleurs, je vous ai fait une petite analogie ici, entre donc l'image de gauche, c'est l'image obtenue par la sonde Huygens, hein, on voit, je vous l'ai dit, des roches arrondies, et puis à droite, on a des roches de rivière que l'on trouve sur Terre. On a tout de même un petit parallèle, on peut se permettre, hein, des similitudes entre le monde que l'on retrouve sur Titan, hein, et puis le monde que l'on connaît très bien sur Terre. Alors Titan, je vous l'ai dit, hein, et il faut bien s'en rendre compte, c'est le monde le plus éloigné sur lequel s'est posé un objet humain. Le dernier rover américain à s'être posé sur Mars, donc c'est Perseverance. Titan, Huygens s'est posé quasiment 10 fois plus loin que Perseverance. Alors autant Perseverance sait prendre des selfies de lui-même, autant Huygens n'avait pas d'appareil photographique capable de faire des selfies. Hein. Donc là, très clairement, et vous vous en doutez, hein, c'est une image d'artiste. Mais il n'empêche que grâce à cette descente de l'atterrisseur Huygens, on connaît aujourd'hui très précisément l'atmosphère de cette Lune. Et tout d'abord, et c'est fondamental, c'est le seul satellite à notre connaissance à posséder une atmosphère. Une atmosphère qui est très dense. Toutes les autres lunes de notre système solaire ne possèdent pas d'atmosphère. Titan possède une atmosphère dense, et grâce à l'atterrisseur Huygens, eh bien, on sait précisément quelle est la composition de l'atmosphère de Titan. Hein. Vous voyez, majoritairement de diazote, hein, plus de 95%. On trouve du méthane, ce qui fait penser qu'il y aurait sans doute un cycle du méthane. Hein. On trouve du méthane à l'état gazeux, à l'état de vapeur dans l'atmosphère de Titan. Et on trouve également, ce qui est très intéressant, c'est d'autres gaz au niveau de cette atmosphère, comme des hydrocarbures. Par ailleurs, la pression à sa surface, hein, regardez, 1,5 bar. On est assez proche de la pression sur Terre, hein, qui est d'environ 1 bar. Et puis la température, ça par contre, nous l'avons vu, il fait très froid. La température moyenne est de moins 180 degrés Celsius. On a également pu, avec les nombreux survols de Cassini, eh bien on a également pu cartographier géologiquement la surface de Titan. On s'aperçoit, et nous allons le voir, hein, qu'il y a au niveau de la région équatoriale de Titan des dunes, de nombreuses dunes. On retrouve également des cratères. Quelques cratères très intéressants, en particulier on va voir le cratère Selk, hein, très intéressant pour la suite, des collines, des petites montagnes, on pense que l'altitude de ces montagnes ne dépasse pas le kilomètre, mais tout de même on trouve des montagnes, et puis toute la zone en verte, ne vous y trompez pas, hein, c'est la zone qu'on n'a pas réussi à cartographier. Donc on a appelé... Les astronomes n'allaient pas laisser du vide, hein, les géologues non plus, donc on a appelé ça plaine, mais c'est un fourre-tout, mais en réalité, on n'a pas réussi, à l'heure d'aujourd'hui, hein, à cartographier toute la surface de Titan. On s'est intéressé principalement à la région équatoriale. Et je vous le disais il y a quelques minutes, hein, on retrouve sur Titan eh bien des mers de sable. Alors je vous ai fait là encore, hein, un petit parallèle entre les dunes que l'on trouve sur Terre,
donc celle du haut, hein. Et puis en bas, regardez, les dunes que l'on trouve sur Titan, ce sont de longues dunes longitudinales. Alors petite différence, hein, sur Terre, les déserts sont plus constitués de sable minéral, hein, alors que on pense que sur Titan, il s'agit de sable organique. Et ce qui est très intéressant, hein, eh bien, c'est qu'on va voir pourquoi on pense cela. Et qui dit organique dit peut-être molécules organiques un petit peu plus complexes que ce que nous avions l'habitude de voir par ailleurs dans notre système solaire. C'est tout de même 17% de la surface de Titan qui est recouverte de champs lunaires, je vous l'ai dit, hein, au niveau des zones équatoriales. Grâce à Huygens, on sait que ce sont des dunes géantes, hein, de l'ordre de 200 mètres de haut au maximum. Et puis, voilà, ce sont des grains de sable organiques. Et pourquoi ce sont des dunes équatoriales? Eh bien, parce que il y a des tempêtes sur Titan. Alors, ce sont certes des petites tempêtes, hein. Le vent est alors de l'ordre de 30 km/h, mais tout de même, ces tempêtes tropicales vont fasciner la géologie de Titan et être confinées, et les dunes vont uniquement être confinées dans cette zone, dans cette ceinture équatoriale. On sait également, grâce, souvenez-vous, au radar, hein, que l'on a embarqué, on sait également que l'on retrouve des mers, des lacs et des rivières sur Titan. Ici, on a affiché en bleu ces différentes zones. Alors, ce n'est pas de l'eau, hein, à l'état liquide. C'est sans doute du méthane, peut-être de l'éthane. Pourquoi ce n'est pas de l'eau? Parce que la pression est quasiment la même et l'eau liquide, hein, sur Terre varie entre 0 et 100 degrés. Il fallait donc trouver un hydrocarbure avec des caractéristiques liquides pour une pression de l'ordre de 1,5 bar et une température de moins 180 degrés. Le méthane et l'éthane, on pourra en rediscuter tout à l'heure, on coche toutes les cases de ces hydrocarbures. On pense qu'il s'agit là de mer d'éthane, ou peut-être de mer d'éthane. On constate d'ailleurs entre le pôle nord de Titan et le pôle sud, hein, une certaine dichotomie. Pourquoi? Parce qu'on l'a vu, il y a des saisons sur Titan, mais les saisons ne sont pas marquées de la même façon, hein, dans l'hémisphère nord et dans l'hémisphère sud. Dans l'hémisphère sud, les étés sont plus courts et plus intenses, et tout comme sur Terre, hein, cette situation s'inversera dans plusieurs dizaines de milliers d'années, hein. Vous savez, c'est analogue au cycle de Milankovitch sur Terre, hein, où vous avez le troisième mouvement de la Terre, hein, la Terre qui se comporte un petit peu comme une toupie, et puis l'obliquité de la Terre, hein, l'axe de rotation de la Terre qui varie légèrement, qui fait que le rythme des saisons, le cycle des saisons, eh bien varie un petit peu. On pense que c'est la même chose pour Titan, hein, et voilà pourquoi on explique cette dichotomie entre les mers d'hydrocarbures de l'hémisphère nord et de l'hémisphère sud. Et puis ce qui est vraiment très intéressant avec Huygens, hein, c'est qu'on a réussi, eh bien, au fur et à mesure de son atterrissage, à capter différentes molécules. Alors vous le voyez, hein, à 1400 km d'altitude, on a retrouvé uniquement du méthane et du diazote. Hein. Souvenez-vous, l'atmosphère est composée essentiellement de diazote et de méthane. Mais on sait en réalité qu'avec la lumière du soleil, ces molécules ont réussi à réagir ensemble. Pourquoi? Eh bien parce qu'à environ 400 km d'altitude, on retrouve des aérosols. Ce sont donc des molécules, hein, qui ont nécessairement été recombinées à un moment donné dans l'atmosphère de Titan. On retrouve des aérosols à 400 km du sol. Existe-t-il des molécules un petit peu plus complexes au niveau du sol? Pour l'instant, nous ne le savons pas. En attendant, Titan possède toutes les caractéristiques pour abriter une forme de vie, même primitive. Pourquoi? Eh bien, tout d'abord, nous avons des conditions de température et de pression qui rendent possible l'existence de méthane et d'éthane sous ces trois états.
liquide, gazeux et solide. Vous le savez, hein, nous sur Terre, nous ne savons pas comment la vie est apparue, mais on corrèle nécessairement l'apparition de la vie avec l'eau liquide. Eh bien, ce qui est très intéressant, c'est qu'on pourrait peut-être corréler, et on va en parler tout à l'heure, hein, une autre forme de vie, même primitive, non pas à partir d'eau liquide, mais cette fois à partir de méthane ou peut-être d'éthane. On pense également qu'il y a sur Titan ce que l'on appelle du cryovolcanisme. Hein. Alors pourquoi cryo? Parce que souvenez-vous, il fait extrêmement froid, mais ce cryovolcanisme permettrait, eh bien, permettrait au méthane d'être à un moment dans l'atmosphère, et voilà pourquoi on a réussi à mesurer du méthane dans l'atmosphère de Titan. Et par ailleurs, on sait qu'il pleut sur Titan. Il pleut par moins 180 degrés Celsius. Et comment sait-on cela? Grâce, encore une fois, à la mission Cassini-Huygens, qui a observé plusieurs fois la formation et la disparition de nuages plutôt dans les régions polaires, mais on associe très clairement ce phénomène à des épisodes de pluie sur Titan. Par ailleurs, on retrouve sur Titan des lignes de crête, hein, on l'a vu tout à l'heure, des failles, ce qui nous fait tout de même penser qu'il y a une activité volcanique peut-être présente, peut-être passée, mais en tout cas assez jeune géologiquement. Et je vous le disais également, les reliefs sur Titan restent modérés, rarement plus de 1000 mètres. Et en réalité, à la fin de l'année 2005, après la mission Cassini-Huygens, voici là où on en était sur le satellite Titan. C'est un monde plus organique que glacé. Souvenez-vous, les dunes sont faites à partir de grains de sable organiques. Et la grande question qu'on se pose, et on va essayer d'y répondre justement avec Dragonfly, la grande mission que l'on se pose, c'est quelle est la complexité de cette matière organique. Cette matière organique que l'on retrouve partiellement à 400 km d'altitude, eh bien, quelle est cette complexité au niveau du sol de Titan? On imagine une complexité chimique réelle au niveau du sol. On n'en a pas encore, bien sûr, la certitude, sachant qu'on sait également aujourd'hui qu'il y a sur Titan un océan d'eau liquide. Alors ce qu'on appelle en astronomie un océan sans louis, regardez, un océan entre deux couches de glace, mais on retrouve beaucoup d'eau liquide, beaucoup d'eau liquide sur Titan, environ, alors la quantité d'eau liquide on ne la connaît pas, mais sur la glace, on pense aujourd'hui que Titan est composé de 50% de glace d'eau, et avec tout ce que je viens de vous dire, la grande question qu'on se pose à la fin de la mission de Cassini-Huygens, c'est de savoir si Titan est habitable. Titan possède des caractéristiques pour qu'une vie différente de la nôtre se développe. Et c'est justement dans ce contexte qu'on imagine, après la mission Cassini, différentes missions spatiales pour en fait exploiter et répondre à cette question d'habitabilité du satellite Titan. Il y a plusieurs projets, plusieurs concepts. Les Européens défendent ce concept, une montgolfière qui volerait sur Titan. Vous avez également l'idée de sous-marins qui se déplaceraient au niveau des mers d'hydrocarbures, souvenez-vous, au niveau des pôles. Bon, ce ne sont pas ces deux concepts qui remportent la mise, mais plutôt un drone, une libellule dénommée Dragonfly, qui va donc être lancée en juillet 2028. C'est demain. Alors, pourquoi un drone? Eh bien, parce que la mobilité aérienne est très intéressante sur Titan. Tout d'abord, l'atmosphère est 4 fois plus dense que sur Terre, et la gravité équivaut à environ 1/7 de la gravité terrestre. On est
avec des conditions idéales pour faire voler un drone, une libellule. On estime aujourd'hui, même si les derniers plans ne sont pas tout à fait arrêtés et que la NASA garde bien le secret sur ces plans, on estime aujourd'hui que Dragonfly pèsera 450 kg. Et sa source d'énergie, on pourrait se demander, mais à 1,5 milliard de kilomètres du Soleil, bien entendu, déjà que sur Mars, on n'envoie plus de panneaux solaires parce que au bout d'un moment, vous avez du régolithe, cette poussière martienne qui se place sur les panneaux. Bien entendu, sur Titan, vous n'avez qu'1% du flux solaire qui arrive. On ne pourrait pas faire voler un drone avec des panneaux solaires. Il faudrait des panneaux solaires extrêmement longs. Donc la source d'énergie qui a été choisie, c'est une source d'énergie nucléaire, un générateur électrique nucléaire. Dragonfly va embarquer du plutonium pour pouvoir être autonome. Sachez d'ailleurs que c'est SpaceX qui a obtenu l'année dernière le lancement de Dragonfly. Et Dragonfly devrait donc partir, si tout va bien, en 2028. Je dis si tout va bien, car SpaceX n'a pas encore obtenu les autorisations pour embarquer du plutonium à bord. Vous savez que c'est quelque chose d'assez spécifique. Autant Ariane avait toutes les autorisations, SpaceX n'a toujours pas l'autorisation. Alors c'est la 4e mission du programme New Frontier de la NASA. Et pourquoi est-ce important? Parce que sur ce programme-là, en fait, la NASA s'attribue une possibilité d'échec. C'est-à-dire qu'on sait que ces missions sont périlleuses, mais on finance des missions qui pourraient être assez exceptionnelles, mais dont le taux de réussite est au départ assez faible. Alors cette mission coûte quand même environ 3 milliards de dollars, est prévu pour durer 3 ans avec 12 sites d'observation distincts. Dragonfly va survoler plusieurs sites au cours de ces 3 années de mission. Alors je vous disais, c'est le 2e engin motorisé à voler dans une atmosphère extraterrestre. On l'a vu pour ceux qui étaient là la dernière fois, Ingenuity, donc c'est l'hélicoptère qui accompagnait Perseverance, et qui a été le premier hélicoptère à voler dans une atmosphère extraterrestre. Ingenuity a volé sur Mars, il a effectué plus de 60 survols, il a cassé malheureusement il y a quelques semaines de cela une pale. Dragonfly va être le 2e engin motorisé à voler dans une atmosphère extraterrestre. Alors vous le voyez, il sera composé de 8 rotors et en réalité, il ne va pas parcourir autant de trajets que cela. Vous voyez, il est prévu sur ces 3 années qu'il fasse environ 175 km. On va choisir 12 sites assez proches géographiquement. Et à la descente, après le largage du système d'entrée, en réalité, Dragonfly va être muni d'une intelligence artificielle pour choisir lui-même là où il doit se poser, là où les conditions sont les meilleures pour son atterrissage. C'est-à-dire qu'on va laisser Dragonfly en autonomie par rapport à l'exactitude du site d'atterrissage pour qu'il choisisse le site d'atterrissage le plus sûr. Et on a choisi comme lieu d'atterrissage la région des dunes équatoriales. Et pourquoi est-ce très important? Parce que souvenez-vous, Huygens s'est posé sur Titan en 2004. Et là, Dragonfly devrait se poser sur Titan en 2034. On sera 30 ans après Cassini-Huygens. Et pourquoi ces 30 années sont importantes? Eh bien parce que c'est une année sur Saturne. Autrement dit, avec Cassini-Huygens, on a une idée des saisons pendant ces 129 survols, pendant ces nombreux survols. On veut prendre tout de même le moins de risques possible. On choisit une région et une saison où une sonde a survolé, où un atterrisseur s'est déjà posé sur Titan. Pourquoi il ne fallait absolument
pas rater le coche de ce départ pour arriver en 2034 et pour minimiser en réalité les facteurs liés à la météo. Car vous l'avez compris, on sait tout de même extrêmement peu de choses sur Titan, donc on exploite au maximum ce que l'on sait. Et puis l'objectif final d'atterrissage, vous savez, je vous l'ai dit, Dragonfly va effectuer va survoler et se poser sur 12 sites, et le dernier site devrait être le cratère Selk, qui se trouve au niveau de la région équatoriale. Et pourquoi est-ce intéressant? Eh bien parce qu'on pense qu'il y avait dans ce cratère de l'eau liquide qui était mélangée à de la matière organique. Et eh bien, on espère retrouver avec les instruments de Dragonfly, on va essayer de savoir s'il n'y a pas eu à un moment de longues chaînes carbonées, des acides aminés ou quelques chimies qui nous est pour l'instant complètement étrangère. Alors Dragonfly, en plus d'être une prouesse technologique, c'est bien entendu un véritable laboratoire scientifique. Vous avez tout d'abord une suite de caméras, on devrait avoir des images absolument magnifiques de Titan. Vous avez également comme une station météo, on devrait connaître plus précisément la pression, la température sur Titan, et puis si cette saison sur Titan ressemble à ce qu'a vécu Cassini Huygens il y a 30 ans. Et puis vous avez des spectromètres, donc l'analyse de la lumière, et des analyseurs complexes chimiques. Et d'ailleurs, cet instrument, cet analyseur complexe chimique, est réalisé par les ingénieurs du CNES. C'est le même analyseur qui se trouve en réalité à bord de Persévérance. Vous savez, le rover qui se trouve sur Mars est doté d'un analyseur pour essayer de retrouver des molécules chimiques organiques. Eh bien, la NASA a demandé à ce que le CNES embarque et fabrique un analyseur sur le même principe que celui qui se trouve sur Persévérance. Et pourquoi est-ce important? Parce que vous l'avez compris, on essaie de retrouver de potentielles biosignatures. On essaie de retrouver des composés organiques, une trace de vie, mais qu'on n'écrit pas vraiment, parce que ce serait une vie à partir du méthane et qui est sans doute radicalement différente de la vie que nous définissons nous sur Terre. Alors cet instrument, vous voyez, il fonctionnera surtout par désorption laser. Qu'est-ce que c'est très simplement? Eh bien, on va réussir, s'il y en a, à ioniser les molécules pour que cette ionisation vaporise les molécules et qu'on arrive à retrouver la composition chimique de ces molécules qui existeraient. Alors tout de même, Dragonfly va parcourir, je vous l'ai dit, près de 200 km en 3 ans, 12 survols, mais il n'effectuera qu'un vol de quelques heures par mois. C'est-à-dire que la plupart du temps, Dragonfly se trouvera au sol et analysera avec les différents instruments à bord, les différentes surfaces de Titan. Et lorsqu'on parle de Dragonfly, vous le voyez peut-être, il est équipé ici comme de skis. Je vais revenir un tout petit peu en arrière. Tac. Voilà. Oui, il est équipé ici comme des skis, là, avec eh bien, des foreuses. Alors, ce modèle est le dernier modèle. Les plans définitifs de la NASA ne sont pas encore fournis, mais le Dragonfly devrait ressembler tout de même à ce drone ici. Alors, vous avez comme des skis et puis des foreuses, et on va effectuer des petits fourrages de l'ordre de 2 à 3 cm sous la surface de Titan pour, d'une part, analyser les molécules s'il y en a à la surface de Titan, et puis voir les différences qu'il y a entre la surface de Titan et puis à 2 ou 3 cm de profondeur. Donc on a prévu également des petites foreuses pour percer cette surface. Et puis je vous le disais, là
on n'est pas comme sur Terre avec Mars où tous les soirs, depuis la Terre, on envoie un programme au rover Curiosity et puis Persévérance également, hein, pour lui dire eh bien, le chemin qu'il doit parcourir le lendemain. Là, on n'est pas du tout dans cette optique. Hein. On a donné les grandes lignes du programme à Dragonfly. On sait là où il doit atterrir, modulo le fait qu'il doit choisir l'endroit le plus sûr. Hein. On lui a donné les 12 sites à survoler, mais très clairement, hein, il y a, je vous l'ai dit, une intelligence artificielle à bord. C'est la première fois qu'on envoie une intelligence artificielle avec un engin spatial, et c'est cette intelligence artificielle hein, qui analysera au fur et à mesure les différents paramètres pour savoir par exemple où se poser lorsque Dragonfly va atterrir sur Titan. Exactement. Aucun orbiteur ne fait le relais, donc ça c'est oui, c'est une grande première. C'est une grande première. Et oui, oui. Et donc l'objectif scientifique, hein, vous l'avez compris, c'est trouver une forme de vie sur Titan et comprendre les clés pour l'apparition de la vie. Car vous savez qu'il y a quelque chose qui fascine aujourd'hui la communauté scientifique, c'est savoir comment la vie est apparue sur Terre. Nous ne le savons pas. On corrèle notre vie à l'eau, ça on en est quasiment sûr, mais ensuite on ne sait pas comment la vie est apparue. Il y a plusieurs hypothèses. Et si on retrouve des molécules prébiotiques, une forme de vie primitive, sur Titan, on pourra comparer cette forme de vie à la vie que nous définissons sur Terre. Et vous vous en doutez, hein, en fonction des analogies, des similitudes ou des grandes différences, eh bien, on pourra savoir si la vie sur Titan est apparue sur un principe radicalement différent d'une autre, ou s'il peut y avoir une similitude entre nos deux vies, peut-être par exemple une comète hein, aurait apporté la vie. Dans ce cas, on n'en sait strictement rien pour l'instant, hein, même s'il y a des hypothèses, dont l'intérêt fondamental de trouver une forme de vie, si bien sûr elle existe. Et puis je vous l'ai dit, hein, l'objectif final d'atterrissage, il n'a pas été choisi au hasard, hein, c'est le cratère Selk. Alors c'est la seule image, enfin c'est l'image la plus précise pour l'instant que nous avons de ce cratère, hein, qui a été prise donc en infrarouge en image radar par Cassini. Et on pense, je vous l'ai dit, hein, que dans ce cratère, il y a quelques milliers d'années de l'eau liquide, et cette eau liquide a sans doute été mélangée à de la matière organique, parce qu'il y a beaucoup de matière organique, pense-t-on, hein, à la surface de Titan. Est-ce que cela a permis l'apparition de la vie? Eh bien, nous ne le savons pas, nous devrions le savoir. Et puis, ce qui est très intéressant, également sur Titan, hein, c'est qu'on va essayer de comprendre ce qu'est un monde habitable. Parce que ça ne vous a pas échappé, hein, mais depuis 1995, on a découvert la première exoplanète. La première planète gravitant autour d'une autre étoile que notre étoile, le Soleil. Et pour l'instant, on définit ce que l'on appelle la zone d'habitabilité d'une étoile avec les critères que nous connaissons pour la vie qui est apparue sur Terre. Mais nous avons en réalité un seul modèle. C'est le modèle que nous connaissons, hein, c'est le modèle de vie sur Terre. Vous vous doutez bien que si on retrouve une vie sur Titan, non pas basée à partir du cycle de l'eau, mais basée à partir du cycle du méthane, voire du cycle de l'éthane, eh bien cela ouvre de nombreuses perspectives. Car, en réalité, aujourd'hui, sur les 6000 planètes, sur les 6000 exoplanètes que nous avons détectées, on pense qu'une quarantaine de ces planètes sont en communication, dans la zone d'habitabilité de leur étoile, et par ailleurs, ce sont des planètes telluriques, des planètes rocheuses. Et ce qui est intéressant, c'est d'enrichir le modèle. Ce sont des modèles qui sont empiriques,
ces systèmes de zones d'habitabilité. Et si on découvre une vie sur Titan, eh bien cela va enrichir le modèle et cela sera très intéressant justement pour la suite de ces découvertes. Parce que je vous donne un exemple, vous l'avez peut-être entendu, hein, mais il y a un an de cela, on a découvert que Mimas, un satellite de Saturne, un autre satellite de Saturne, hein, possédait un océan d'eau liquide sous ces cratères. Bon. Pourquoi est-ce intéressant? Parce que jusqu'à maintenant, on avait corrélé la zone d'habitabilité d'une planète à l'eau liquide. Or, dans notre système solaire, très clairement, pour l'instant, les satellites de Saturne ne se trouvent pas dans la zone d'habitabilité de notre système solaire. Donc si on retrouve une forme de vie sur Titan, eh bien, il va falloir redéfinir en fait ce qu'est la zone d'habitabilité d'une étoile. Et vous avez pour l'instant des planètes telluriques qui sont, pense-t-on, hors de la zone d'habitabilité de leur étoile. Hein. Vous avez plus de 200 planètes telluriques qui se trouvent hors de la zone d'habitabilité et qui pourraient en réalité abriter une forme de vie. Voilà pourquoi, et ce sera d'ailleurs ma conclusion, hein, voilà pourquoi eh bien, la mission sur Titan révèle un caractère d'une part très intéressant pour notre système solaire et par ailleurs fondamental pour la recherche d'une vie, hein, savoir si nous sommes ou pas seuls dans l'univers. Nous n'avons pas encore la réponse à cette question. Et puis, au-delà de, et je vous l'ai dit, hein, au-delà de savoir s'il existe une autre forme de vie basée non pas sur l'eau, mais cette fois sur le méthane ou sur l'éthane, hein, on pourrait peut-être, grâce à ce satellite, savoir si nous sommes issus et comment la vie est apparue sur Terre. Parce que vous le savez, hein, il y a une hypothèse qui explique que la vie serait apparue et arrivée par des comètes. Hein, la vie aurait été déposée par les comètes et déposée en tout point de notre système solaire. Hein. Est-ce le cas ou est-ce que la vie est apparue spécifiquement sur Terre avec des conditions que nous ignorons encore? On devrait en savoir plus à l'horizon 2034 lorsque Dragonfly se sera posé sur Titan. Hein. La mission, je vous l'ai dit, est prévue pour durer environ 3 ans, mais c'est une source d'énergie nucléaire hein, qui accompagne Titan. Et en réalité, si la mission se passe bien, hein, on estime que Dragonfly pourra voler pendant une vingtaine d'années. Hein. Donc on devrait en savoir plus si la mission réussit à partir de 2034. Voilà, je vous remercie. Merci.